Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Bonjour Christian Page. Salut Marie-Hélène. On recule en 1949, oui. Une histoire qui concerne la CIA, avec qui tu as des contacts d'ailleurs. Des contacts, entendons-nous, oui, épistolaires, mais effectivement. Mais il est fréquent que tu les... Oui, que je contacte les services de renseignement américains, le FBI, la CIA. Là, j'ai développé au fil des ans des bonnes communications avec le service des renseignements puis tout ça. Donc ça va plutôt bien. Et justement, cette semaine, je t'amène, comme on est en juin, un éphéméride du mois de juin. Donc je te ramène en 1949. On est le 17 juin 1949. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. On est 2 ans après la fin de on est 4 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. La CIA a nouvellement été créée. Elle a à peu près 18 mois d'existence. Et à ce moment-là, on le sait, il y a un bras de fer qui se joue entre l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis. C'est ce début de guerre froide. Et là, évidemment, les deux parties, les deux super grands se regardent un peu en chien de faïence, voir un peu que fait l'autre. Et à ce moment-là, on apprend qu'au printemps de 1949, il y a eu un mouvement, un déplacement de troupes le long de la frontière entre la Turquie et la Russie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'Arménie qui se trouve là, mais à l'époque, l'Arménie était sous domination de l'URSS. Donc, les Américains décident... Ils sont allés espionner, finalement. Ils sont allés, là, ils se sont dit, on va aller les espionner et voir ce qui se passe. Donc, on envoie un appareil, un avion de la US Navy. Ça se fait conjointement entre la CIA et le département de la Défense. On envoie un appareil de la US Navy qui est équipé de caméras spécialisées là, à grande optique. Et on décide donc de faire survoler cette frontière entre la Turquie et l'URSS. Ça a vraiment eu lieu, c'est documenté. Ça, donc, c'est le 17 juin. On est le 17 juin 1949 à ce moment-là. Donc, l'appareil survole, prend des centaines de photographies de la région et puis rentre aux États-Unis. Bon, les images sont envoyées à la CIA. Il faut savoir que la CIA a un bureau d'interprétation de l'image. Donc, on prend ces images, on les remet aux experts de la CIA qui, eux, regardent image par image pour essayer de décanter un peu ce que contient, quelle est l'information contenue sur les images. Et durant cette mission, l'avion qui était en vol a déclenché son système de photographie un peu avant de franchir la frontière. Et à ce moment-là, il se trouve au-dessus du mont Ararat en Turquie, qui est pratiquement à la frontière de l'Arménie et de la Turquie. C'est le mont le plus élevé, d'ailleurs. En fait, c'est le mont le plus élevé de la Turquie. Il fait 5100 mètres et il y a toujours des glaces éternelles là, au sommet. Et en regardant l'une de ces photographies, l'un des experts de la CIA est frappé par une anomalie. Il y a, parmi ces glaces éternelles, ces neiges éternelles au sommet du mont Ararat, il y a une espèce de protubérance qui semble sortir de la neige, une longue structure qui fait à peu près 300 mètres de long. Quand même. Alors, évidemment, il regarde ça. On n'arrive pas à identifier de quoi il s'agit. Alors, l'image est simplement classée sous le nom de anomalie Ararat. Mais si je te dis le mont Ararat, est-ce que ça te dit quelque chose? Parce que tu vas comprendre que l'image ne reste pas comme ça sans réponse. Hein? Si on mentionne le nom de Ararat, j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont encore leur petit catéchèse là, proche d'eux. Ils font un lien avec l'arche de Noé. Parce ouais. que je t'ai amené ici une Bible et on lit un peu ce qu'on est au déluge. Hein? Dieu a envoyé son fléau. Donc, les eaux ont recouvert le globe. Et là, on nous dit ici, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur des montagnes d'Ararat. Donc, c'est là où l'arche de Noé serait échouée après le déluge. Bon, ici, là, il faut faire une petite entorse à l'histoire. C'est-à-dire que la Bible, hein, on est ici dans l'Ancien Testament, la Genèse, elle mentionne les montagnes d'Ararat. Il faut savoir que les montagnes d'Ararat, ce n'était pas une montagne, mais un massif de montagnes qui se trouve à la frontière de l'Arménie. Aujourd'hui, là, on parle d'une montagne, le mont Ararat, mais autrefois, c'était toute la chaîne montagneuse qui portait ce nom-là. Donc, on peut pas exclure le mont Ararat, mais c'est pas une obligation de l'associer non plus. Probablement qu'il faisait partie du massif. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où cette photo est prise,
Elle est d'abord secrète parce que c'est une mission d'espionnage, mais dans les années 1970, il va y commencer à y avoir des rumeurs et des articles de journaux vont être publiés en disant « Oh, l'arche de Noé apparaîtrait sur une photographie. » Mais je comprends les gens d'avoir fait le lien. Bien sûr, parce que faut le savoir, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, des rumeurs ont commencé à circuler. Des gens allaient dans la montagne et lors d'été précoce ou lors d'été particulièrement chaud et que les glaces reculaient, des gens sont venus avec des histoires fantastiques. Ils avaient vu dans la montagne une espèce de grand bateau en bois ou une partie du bateau en bois. On raconte même qu'en 1916, après un survol aérien par un avion russe, le tsar Nicolas II aurait envoyé une équipe, une troupe sur le mont Ararat, qui aurait même non seulement vu le navire, mais serait monté à bord, l'aurait filmé, photographié. Malheureusement, si une telle expédition a eu lieu, les documents de cela ont disparu durant les révolutions bolcheviques. Quoi qu'il en soit, en racontant cette histoire-là, évidemment, tout le monde fait ce lien avec l'arche de Noé sur le mont Ararat. Il faut savoir que par des documents, des informations avec la CIA, parce que j'ai échangé, on m'a envoyé les documents, j'ai eu les photos entre les mains, on conclut finalement qu'il s'agissait simplement d'un très grand rocher qui avait été mis à nu par un printemps plutôt précoce. Moi, tu me montres les photos, je les ai vues tantôt, là, Christian, là. Moi, tout de suite, j'aurais pu vous dire que c'est un rocher. OK, donc c'est ça. Donc, eux interprètent ça comme étant un rocher. Mais évidemment, les gens qui veulent croire au récit de Noé, et particulièrement les fondamentalistes religieux, bien évidemment, c'est une preuve supplémentaire que l'arche se trouve sur le mont Ararat. C'est pas seulement des illuminés qui sont allés là. Il faut savoir que dans les années 60, 70, il y a plein de gens qui sont allés sur le mont Ararat, toujours avec l'espoir d'y trouver l'arche de Noé. Parmi eux, je rappelle, il y a eu James Irwin, qui était le pilote du LEM lunaire d'Apollo 15. Donc, c'est un scientifique, c'est un type sérieux. Et pourtant, c'est sûr, c'était un type très croyant, un fondamentaliste religieux. Et après ce fameux vol lunaire, il fait partie des 12 hommes à avoir marché sur la Lune. Bien, évidemment, il a consacré le restant de son existence à monter des expéditions dans l'espoir de trouver cette arche de Noé sur le mont Ararat. Moi, j'y suis allé il y a quelques années. Oui, donc, parce que dans le cadre d'une série sur Évasion, je tournais une série pour Évasion qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes » et on avait un épisode sur le mont Ararat. Donc, je me suis retrouvé là-bas. C'est vraiment le bout du monde. Et on est allé sur l'Ararat. J'ai pas vu l'arche, malheureusement. J'aurais bien aimé ramener un bout. T'es allé jusqu'à l'endroit où l'arche aurait été. Sur ce qu'on appelle le glacier Parrot. Donc, c'est une montagne qui fait 5100 mètres. C'est une haute montagne, mais c'est une montagne qui se grimpe bien. On n'a pas besoin d'être un alpiniste expert pour monter au sommet de la montagne. Chaque année, d'ailleurs, des expéditions, là, pas forcément liées à l'arche de Noé, mais des expéditions, des gens vont sur l'Ararat dans des espèces de campagnes de sport extrême. C'est une montagne qui se gravit bien. Il faut se rappeler que c'est quand même des glaces éternelles. Il faut être en forme. On y est allé et je n'ai pas vu cette arche de Noé. Tu le savais avant de partir. Mais bien sûr, mais c'était quand même le plaisir de se retrouver là où tant de gens sont allés dans l'espoir de trouver cette arche de Noé. Bon, Christian, toujours en juin, mais là, on recule jusqu'en 1924. Voilà. Et là, il va être question des Bigfoot. Oui, des Bigfoot. Écoute, c'est une histoire qui continue, en fait, qui fait partie des classiques canadiens. Quand on regarde dans la littérature, on le sait au Canada, cette créature, cet abominable homme des bois d'Amérique. Au Canada, on l'appelle le Sasquatch. Les Américains l'appellent le Bigfoot. Il a un petit cousin au Népal qu'on appelle le Yeti. Donc, c'est cette créature, une espèce de créature simiesque qui ferait 2,50 mètres à peu près et dont on trouverait des populations, en particulier sur la côte ouest nord-américaine, donc du nord de la Californie jusque dans les contreforts des montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique. Donc, on est en 1924. On est le 19 juin 1924. On a un type, un homme de 31 ans. C'est un Canadien d'origine suisse. Il s'appelle Albert Haussmann. Il décide de se rendre, en fait, il fait de la prospection minière. Donc, il se rend là-bas. Il engage presque sur place un guide pour l'amener jusqu'à Toba Inlet. Il faut savoir que le long de la côte de la Colombie-Britannique, il y a des bras de mer qui s'enfoncent assez profondément dans les forêts. Donc, ce guide l'amène à cet endroit, un bras de mer qui s'appelle Toba Inlet. Le type le débarque et il lui dit, se donne rendez-vous 3 semaines plus tard au même endroit. Notre guide amérindien lui a raconté à ce Albert Haussmann cette histoire. Il y aurait dans la forêt des créatures similaires. Mais Haussmann n'a jamais entendu parler de ça et évidemment, il prend ça pour des contes de bonne femme.
Et puis voilà que les première, deuxième, troisième journée, les choses se passent bien. Mais le troisième soir, il constate, au lever du jour, en fait le matin, il constate que dans la nuit, un animal est venu rôder autour de son campement, fouiller dans ses provisions. Alors il pense à des ratons laveurs, des trucs comme ça, un ours peut-être. Ouais. Donc le soir, il se remet dans sa tente, se couche dans son sac. Il met sa carabine, une 30-30 avec lui, il la met entre ses jambes, il se glisse dans son sac, et là, il s'endort. Et soudain, il est réveillé, alors que des mains l'agrippent, le soulèvent, il est pris un peu dans son sac, comme un peu une sorte de poche, il est littéralement dans sa poche de duvet. Il est enveloppé dans son sleeping bag. Il est incapable de sortir, il est incapable de rejoindre le couteau dans sa poche arrière pour déchirer. Donc, il est fait prisonnier. Il est prisonnier. Et il sent qu'on l'amène, on marche, il pense à un moment donné qu'on l'a peut-être mis par-dessus un cheval. Et là, on le replace au sol, durement, et les choses s'arrêtent. Osman sort de son sac, et là, il découvre qu'il est dans une espèce de canyon naturel dont il n'y a qu'une seule entrée. Et là, auprès de lui, à quelques mètres, une famille de 4 Sasquatch. Un mâle, une femelle et 2 petits, un mâle et une femelle également. Osman va demeurer pendant pratiquement une semaine prisonnier des Sasquatch, si on accepte son histoire, bien sûr. Mais il raconte qu'ils lui ont fait quoi pendant qu'il était là? Il ne faisait que l'observer. Donc, Osman, au cours des jours, a commencé à les attirer en voyant des conserves vers eux. Et puis, à un moment donné, il a pris une boîte à tabac, du tabac prisé. Le gros mâle s'est approché de lui, a pris la boîte de tabac, le sniffé, est devenu malade. Et Osman en a profité pour prendre la poudre d'escampette. C'est une histoire étonnante. Ouais. L'histoire ne sera racontée qu'en 1957, lorsque les journaux vont commencer à parler de ces histoires de Bigfoot. Osman va se livrer à des journalistes en disant « Ah, ben moi, j'ai vécu une expérience comme ça date de 30 ans. » On ne saura jamais si l'histoire était vraie ou non, mais c'est une excellente histoire à se raconter au bord du feu. Elle est charmante à raconter aux enfants aussi. Voilà. Et Osman, ben écoute, son histoire est devenue l'un des classiques lorsque l'on parle du Sasquatch canadien. L'histoire d'Albert Osman est devenue un classique. Est-ce que ça te ferait de la peine si je te disais que moi je crois pas au Sasquatch? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je te dirais bienvenue dans le club. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait à la plaisir. semaine prochaine. Oui.